Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition du Grand Journal sur Ivoire TV. Voici les titres de ce bulletin. Charles Konan-Banny peut pousser un ouf de soulagement. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qu'il préside a enfin reçu sa feuille de route, et ce depuis ce mercredi dernier. Mais complexe et bien complexe s'annonce la mission de Monsieur le Réconciliateur. Seulement 4 mois après la chute de l'ex-régime, la saignée prend de l'ampleur dans le camp des partisans de Laurent Gbagbo. Coup sur coup, Mamadou Coulibaly et Gervais Coulibaly ont déserté leur ancienne famille politique. On y revient dans cette édition. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation vient de recevoir sa feuille de route de la part du gouvernement qui était réunie ce mercredi 13 juillet en conseil de ministres sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Mais cette institution peut-elle réussir sa mission quand on sait qu'une partie des Ivoiriens nourrit des appréhensions à l'égard des poursuites judiciaires enclenchées à l'encontre de certaines personnalités de l'ex-régime? L'analyse de la rédaction. La réconciliation est une nécessité absolue pour la reconstruction du tissu social en Côte d'Ivoire. Cet impératif, le chef de l'État en est conscient, et c'est justement dans ce cadre que le gouvernement, réuni au Conseil des ministres ce mercredi 13 juillet, s'est penché sur la question. Au cours de cette séance de travail, le président Alassane Ouattara a pris une ordonnance portant attribution, organisation et fonctionnement de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, mise en place le 13 mai dernier avec la nomination à sa tête de l'ex-premier ministre Charles Konan-Banny. Ce pas important franchi par les autorités gouvernementales dans le processus de réconciliation nationale vient à point nommé pour donner une feuille de route précise à cette institution et surtout mieux situer les Ivoiriens quant à son cadre d'action. En effet, jusqu'à présent, les prérogatives de cette commission restaient floues dans l'esprit de l'opinion nationale, car l'enchevêtrement des informations portant sur les actions du pouvoir judiciaire devant conduire au procès des responsables de crimes durant la crise post-électorale et la démarche de réconciliation dévolue à l'organe créé pour cette mission s'émet la confusion. Et cette situation devenait fort embarrassante, d'autant plus que Charles Konan-Banny lui-même semblait se ronger les ongles, même s'il s'est attelé à rattraper le temps perdu en procédant à des consultations, histoire de prendre l'ampleur de la tâche qui l'attend. Le président a dit dans le premier conseil des ministres qu'il demandait au gouvernement de lui proposer le texte constitutif de la commission. Donc, mandat a été donné au premier ministre de faire cela. Les Ivoiriens ne lisent pas beaucoup. Ils doivent lire ce que le président dit. Évidemment, nous n'avons pas arrêté de travailler. Nous avons fait des propositions. Et c'est le gouvernement ou le président qui décidera. Nous attendons ces éléments-là. Dans l'intervalle, nous faisons les consultations qu'il faut pour proposer aussi au président la nomination de tous les membres. Donc, vous voyez, ce n'est pas un travail administratif. Il faut parler aux Ivoiriens. Il faut les réconcilier. Il faut d'abord les apaiser leur cœur. Et il n'y a pas de moment idéal pour dire des mots de compassion. Alors, c'est ce que nous faisons en attendant que la commission ne soit entièrement constituée. J'ai été nommé par le président le 13 mai. Depuis lors, je n'ai cessé de prendre contact avec les Ivoiriens, parce que c'est avec eux qu'il faut parler, les sentir. Et j'ai senti un réel besoin d'aller vers la réconciliation. Je demande aux uns aux autres de faire cette mutation psychologique, d'aller vers la réconciliation. Voilà, c'est ce que pour le moment, c'est ce que je sens chez les Ivoiriens, c'est ce à quoi nous devons tous participer. Et même si la tension semble avoir baissé grâce aux nombreuses initiatives allant dans le sens de l'apaisement des cœurs, n'en demeure pas moins que le terrain est particulièrement sensible au vu des rancœurs persistantes chez certaines populations après les innombrables crimes commis surtout durant la guerre qu'a connue le pays en avril dernier. Seulement, la grosse problématique qui mérite d'être élucidée au plus vite pour rasséréner l'ensemble du peuple ivoirien est celle de savoir la magie avec laquelle Banny réussira à gérer la réconciliation alors que le gouvernement, lui, a d'ores et déjà engagé des poursuites judiciaires
contre les présumés responsables d'exactions que l'on ne retrouve curieusement que dans le camp de l'ex-président Laurent Gbagbo. On vous l'annonçait le mardi dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Coulibaly Mamadou, s'est finalement résolu à quitter les rangs de l'ex-parti au pouvoir pour faire naître le leader, et ce dans un contexte particulièrement difficile pour les partisans de Laurent Gbagbo, et il a été suivi dans son élan par l'ancien porte-parole du président déchu, Gervais Coulibaly, qui lui annonçait ce mercredi la création prochaine de son parti politique. Des départs pleins d'interrogations. Les Coulibaly de Gbagbo le quittent. En l'espace de quelques jours, Mamadou en premier puis Gervais par la suite ont déserté les rangs des partisans de l'ancien président. L'un annonçait la création de son parti, Liberté et démocratie pour la République leader, quand l'autre promettait ce mercredi de tout dévoiler sur la formation politique qu'il entend mettre sur pied dans les jours qui suivent. Simple interrogation. Pourquoi avoir choisi ce moment particulièrement critique pour se désolidariser des anciens camarades de lutte, ceux avec qui l'on jurait il y a de cela quelques mois encore de conduire la Côte d'Ivoire vers l'oasis de la souveraineté totale? À y voir de plus près, ces deux illustres personnages de la vie politique nationale ont désormais décidé d'essuyer leur frustration, car même si le vocable n'est pas utilisé ouvertement, la réalité est que Mamadou et Gervais n'étaient plus en odeur de sainteté au sein de leur famille politique. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale ne l'a pas caché quand il annonçait ce lundi 11 juillet la création du leader. En effet, il accuse ses ex-compagnons idéologiques d'avoir trahi le peuple ivoirien et la cause africaine, alors qu'ils font croire à une volonté de rester fidèles aux camarades Gbagbo, enfermés depuis avril dernier dans une résidence de Korogo dans le nord du pays. Quant à l'ancien porte-parole de Laurent Gbagbo, il adopte une démarche plus prudente en évitant soigneusement tout sujet lié à une éventuelle friction avec les barons de l'ex-régime. Si les revirements politiques sont des faits courants dans la vie de toute nation, la réalité est que les départs de ces deux hauts cadres du camp Gbagbo pourraient laisser la voie ouverte à toutes sortes d'interprétations, surtout que tous deux sont des Coulibaly, donc originaires du Nord, région d'où vient l'actuel chef d'État, tombeur du Houdi de Mama. Le général Soumaïla Bakayoko, nouveau chef d'état-major de l'armée ivoirienne, c'est la décision qu'a prise récemment le chef de l'État Alassane Ouattara, et pourtant cette nomination n'est pas forcément perçue d'un très bon œil par tout le monde, et pour les quelques personnes qui ont accepté de se prononcer à notre micro sur ce sujet sensible, cette décision du président de la République ne souffre d'aucune suspicion quand d'autres y voient un choix à caractère tribaliste. Pour les nominations de l'armée, non. Moi j'entends les critiques comme quoi on a mis les nordistes, mais c'est la même chose qui est dit du gouvernement. On dit qu'elle est des majorités nordistes, mais c'est la même chose qui est dit. Moi j'ai des gens qui écrivent sur des réseaux, vous voyez, ils relèvent, ils font un tableau très propre. Quand vous lisez, quand vous prenez tous les préfets, quand vous regardez ces dominations nordistes, quand vous regardez tous les directeurs centraux, domination nordiste, quand vous regardez dans l'armée, domination nordiste, quand vous regardez tout ça, ça c'est vrai, les gens le disent, ils remarquent, ils vont dire. Mais moi, mon sentiment personnel sur la question, c'est que je ne comprends pas pourquoi on se plaint. Je ne comprends pas pourquoi on se plaint. Ouattara a dit, comme tout homme, dit, je vais choisir des compétences. Mais quand on choisit un nordiste, ce n'est pas un Ivoirien aussi? C'est un Ivoirien. Maintenant, moi je crois que le problème qui se pose en toile de fond, c'est que ce que les Ivoiriens doivent comprendre, et c'est ce que tous les gouvernants en Afrique doivent comprendre, c'est le fait, eux, quand ils étaient dans l'opposition, d'avoir critiqué les autres, d'avoir traité les autres, de prendre que des gens de leur ethnie, de faire ceci, de ces critiques-là qui sont aujourd'hui, qui les rattrapent. Bon, moi, les nominations au niveau du gouvernement, ça pose un problème de fond. Le problème de fond, c'est que moi je suis militant du Front populaire ivoirien, et le Front populaire ivoirien a dit que Ouattara a gagné les élections et qu'il dirige. Ça pose le problème de fond que ça pose, c'est que tout le temps que Ouattara a fait son combat, ça suppose, si les nominations sont purement nordistes, ça suppose que c'était pas un parti républicain, mais c'était un parti qui était à caractère ethnique. Donc si toutes ces nominations viennent du Nord, ça suppose que c'est un parti du Nord. Et donc moi je pense qu'il a l'obligation, aujourd'hui en tant que président de la République,
il a l'obligation de prendre en compte tous les Ivoiriens. Et donc, faire en sorte que tous les Ivoiriens, toutes les régions de Côte d'Ivoire soient représentées un peu partout, dans toutes les instances. Et moi, je pense que nous sommes dans une phase de réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin véritablement de se réunifier au niveau des directions, au niveau de l'État. Nous avons besoin de nous réconcilier après tout ce que nous avons connu et donc il gagnerait véritablement à tenir compte de tous ces aspects et faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent. Se retrouver, c'est aussi se retrouver au sein de la classe dirigeante. Être du Nord, et pour moi, je dis que tout ça, ça n'a pas de sens. Intellectuellement et objectivement, ça n'a aucun sens. Imagine-toi qu'on doit former une équipe de football, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Faudrait-il aller chercher 2 joueurs de l'Asie d'Abangourou, 2 joueurs de UCB Bassam, ou bien chercher des individus compétents? Dur de se ravitailler en produits vivriers dans les marchés d'Abidjan pour des marchandises qui étaient déjà difficilement accessibles avant la crise post-électorale. Les coûts sont devenus encore plus élevés ces derniers temps avec les conséquences de la guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire et le constat dans cet élément réalisé au marché de Yopougon-Sikoji à Abidjan. Après la crise post-électorale, c'est la crise alimentaire. Bien qu'atténuée avec la cessation des hostilités, le problème du ravitaillement des marchés persiste encore. Les produits de première nécessité, tels que les légumes, la banane, la viande et autres, restent insuffisants, et ceci aux grandes dames des consommateurs qui se plaignent de façon récurrente de la cherté des produits vivriers. Pour ces dames, venues s'approvisionner au marché de la Sikoji à Yopougon, les coûts des denrées alimentaires vendues sur place sont un peu trop élevés. Tout est dans le marché. Tout ce qu'on trouve est dans le marché. Non, les prix ne sont pas abordables du tout. Pas du tout. Tout est cher sur le marché. Est-ce que ça coûte cher les poissons? Ça coûte cher même. Le marché même est cher. Une situation qui ne fait pas pour autant l'affaire des commerçants qui assistent avec impuissance à la diminution de leur chiffre d'affaires car tout accuse la crise politico-militaire qu'a récemment connue la Côte d'Ivoire, ce qui aurait pu causer un impact négatif tant sur le portefeuille des clients que sur le ravitaillement en vivres, d'où l'augmentation des prix de certaines marchandises qui se vendent bien plus cher qu'avant la crise post-électorale. Vraiment c'est difficile, les choses ne marchent plus. Ce matin-là même, j'ai pris un seul carton. Depuis le matin, ce que j'ai vendu là, ça ne vaut même pas 5 000 francs. Ça ne vaut même pas 5 000 francs. Voilà ça. Depuis le matin, avant on prenait le carton à 4 000 francs, maintenant c'est devenu 6 500, 7 000 francs. Est-ce que vous trouvez tout ce que vous voulez dans les marchés? Oui, on trouve un peu. Bon, souvent, aujourd'hui comme ça, la banane est un peu moins chère. Mais souvent là, c'est un peu cher. Ça ne marche pas. Et dit l'argent est venu, la clé n'est pas encore venue, il y a quoi? Et puis ça ne marche pas au marché. Là, ça coûte combien comme ça? C'est 25. C'est trop moins cher. Et pourtant, au lendemain de l'arrêt des combats le 11 avril dernier, le gouvernement demandait la reprise du convoyage des marchandises sur la capitale économique en vue de soulager les populations externues. Si cette mesure avait connu un début d'application, elle est restée jusqu'à présent timide du fait des tracasseries routières sur les axes de l'intérieur du pays que les transporteurs continuent à dénoncer avec véhémence. Il devient impérieux pour les autorités gouvernementales d'adopter une politique idoine qui puisse encadrer valablement le secteur du vivrier, de sorte à permettre aux Ivoiriens de disposer aisément des produits de grande consommation, et ce, à des coûts accessibles à tous. Comment se nourrir à moindre coût tout en évitant de le faire dans des conditions d'insalubrité? C'est malheureusement la problématique que bon nombre d'Ivoiriens ont du mal à résoudre et ceci se constate fortement avec les commerces de Garba, particulièrement mal entretenus. À Abidjan, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, au moindre frottement avec la galère, on se bourre de Garba. Ce mets très prisé des populations ivoiriennes est composé d'attiéké et de poisson-thon, est commercialisé à tous les coins de rue et se trouve de par son prix abordable, accessible au plus grand nombre. Seulement, la plupart des espaces de vente de ce produit alimentaire sont insalubres. À faire un tour dans certains lieux de vente de Garba ou Garbadrome, on en sort édifié sur les conditions d'hygiène approximatives ou parfois même inexistantes dans lesquelles les moins nantis se nourrissent. Des ordures ménagères,
qui côtoient allègrement les bordures des baraques tenues par les vendeurs. De la boue étalée partout et même l'allure infernale caractérise l'intérieur des garbadromes. Un tableau ahurissant qui semble n'émouvoir aucunement les vendeurs, à l'instar de celui-ci qui ne perçoit aucune gêne dans la relation entre ses clients et les maîtresses des lieux, les ordures. Je me nomme M. Badé Roger. Alors, comment est-ce que votre activité marche maintenant? Avant la crise, ça marchait mieux que maintenant, ou bien comment est-ce que les choses se passent? Avant la crise, ça marchait bien, mais maintenant, après la crise, ça ne marche pas trop comme avant. Donc les clients ne sont pas aussi réguliers comme avant, c'est un peu difficile pour tenir la route? Oui. Les clients ne sont plus assez comme avant. Mais est-ce qu'ils ne craignent pas, est-ce qu'ils ne se plaignent pas souvent du fait que non, l'environnement n'est pas tellement propre, qu'il y a de petits problèmes? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer le cadre dans lequel vous faites votre commerce? Bon, les clients souvent ils se plaignent. Bon, on essaie de les faire comprendre que actuellement la situation que nous vivons n'est pas encore stable. On fait avec, ça va un peu. Chose étonnante, bien que ces lieux de restauration soient repoussants, la clientèle afflue à toute heure, comme si la saleté était un appât idéal. Le plus important ici, c'est que la besace soit pleine. Les règles d'hygiène alimentaire, on n'en avait que faire, comme on le dit ici, ce sont les microbes qui donnent du goût au garba. Un état d'esprit désespérément précaire qui dénote de l'insouciance dans laquelle baignent ces adeptes du Zegen, autre appellation de ce mythique mets. Et quand le client finit de satisfaire son instinct gastrique, c'est une serviette fort expressive qui lui sert de torchon. Et dire que tout ceci se vit dans une ambiance de normalité absolue, sans que personne ne s'y attarde. Ces derniers temps, une épidémie de choléra frappe la capitale économique ivoirienne et si le nombre de victimes s'accroît, cela ne devrait pas être surprenant au vu des habitudes alimentaires à haut risque du citoyen lambda. Il est plus que grand temps que les autorités gouvernementales prennent le taureau par les cornes pour que ce commerce, vitrine de la culture gastronomique ivoirienne, soit correctement réglementé. Voilà, le grand journal pour ce samedi, c'est terminé. On se retrouve lundi pour une autre session de l'information sur Ivoire TV. Au revoir.